les femmes en contexte colonial. Elle est autrice de Sexe, race et colonie et de Féminicide, une histoire mondiale. Elle enseigne aux États-Unis et est membre du Centre d'histoire du 19e siècle, apportant une perspective mondiale sur les violences faites aux femmes. Je vais vous demander un grand silence pour écouter cette oratrice qui est très, très exceptionnelle. N'exagérons rien, hein. C'est très gentil comme présentation, mais n'exagérons rien. Le parti pris féministe, c'est l'horizontalité et la sororité. Donc, nous sommes toutes exactement au même niveau. Ce que nous avons entendu précédemment était tout aussi exceptionnel que ce que je vais dire maintenant. Et je m'excuse par avance pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu parce que, franchement, je suis déjà venue plusieurs fois ici à Bruxelles. J'avoue aussi que j'ai beaucoup d'affection pour ce pays, en particulier pour cette ville, parce que j'y ai vécu 2 ans. J'avais un appartement ici à Saint-Gilles et c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Donc, je suis très contente d'y revenir régulièrement. Donc voilà, pour celles et ceux qui m'ont déjà écouté, peut-être qu'il n'y aura rien de nouveau sous le soleil, malheureusement, mais je vais quand même essayer de présenter cette œuvre éditoriale assez atypique et exceptionnelle, Féminicide, une histoire mondiale, dont l'objectif évidemment est d'expliquer que le féminicide, malheureusement, n'est pas du tout une anomalie, comme on voudrait nous le faire croire encore aujourd'hui et comme on a voulu nous le faire croire pendant très longtemps. D'ailleurs, le féminicide n'existait pas jusqu'à une date récente, n'est-ce pas? On utilisait des termes tout à fait euphémisants pour désigner le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. On parlait de crime passionnel dans le cas, évidemment, des exécutions par un partenaire intime. On parlait de crime d'honneur pour évoquer les exécutions dans un cadre familial plus large, quand il s'agissait de tuer une femme pour des raisons liées à, entre guillemets, l'honneur, et il s'agissait souvent d'hommes issus de la parenté masculine de la femme. On utilisait toutes ces expressions extrêmement problématiques et c'est vrai que j'insiste en général assez lourdement sur les mots que nous employons parce que les mots ont du sens, ils disent quelque chose et que les mots tuent en fait, participent en fait d'une seconde mort. C'est-à-dire qu'on tue physiquement les femmes et puis après on les surtue en exprimant mal en fait la réalité de ce qui s'est passé au moment où elles ont été exécutées. Et je le précise très, très clairement, pour moi, le féminicide n'est ni un meurtre ni un assassinat, c'est une exécution. Parce que l'homme qui tue la femme se pense autorisé à être en même temps le juge. Il juge la personne qu'il tue de manière très concrète et ensuite, alors qu'il l'a jugé, il l'exécute. C'est exactement ça dont il s'agit. L'exécution pouvant être une exécution physique, c'est souvent le cas, mais pouvant aussi être une exécution psychologique, voire parfois une mort sociale, parfois plusieurs choses en même temps. Donc oui, les mots sont très importants. C'est pourquoi j'ai très lourdement insisté sur le fait qu'il fallait employer le terme de violence par un partenaire intime, parce qu'il faut être clair, il n'y a pas de symétrie de la violence dans cette histoire. Et lorsque la femme exerce une violence, et ça peut arriver, c'est une contre-violence, c'est une violence de légitime défense, et c'est obscène, honteux, en fait, inacceptable de mettre ces deux violences sur le même plan, en fait. Parce que lorsqu'on exerce une violence de défense, on n'est pas violent intrinsèquement. C'est-à-dire que, voilà, on met en place une stratégie qui va nous permettre éventuellement de survivre à la situation, ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose. Alors, est-ce que cette violence est excusable ou pas? C'est un autre débat, mais il me semble que c'est vraiment très important. De la même manière, j'attire aussi l'attention sur le fait que
et je l'ai déjà dit et je le redis à chaque fois que je peux, utiliser le terme auteur de violence est pour moi extrêmement problématique. Parce que moi, je suis une autrice. Pour moi, un auteur ou une autrice, c'est quelqu'un, par exemple, qui écrit des livres, qui fait des films. C'est pas quelqu'un qui va mettre un sac en plastique sur la tête de sa compagne et qui va la faire mourir de suffocation. Ça ne peut pas être un auteur de violence. C'est un agresseur et c'est un féminicidaire. Et donc, il faut employer ces termes parce que euphémiser la violence participe du problème. C'est-à-dire participe en fait d'une collusion individuelle et collective de chacun d'entre nous, de l'ensemble de la société et de toutes les institutions qui sont supposées nous protéger et qui ne nous protègent incontestablement pas, ou très mal. En conséquence de quoi, je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel de faire ce travail. Et ça nous oblige, nous aussi, bien sûr, à nous reprendre constamment. Moi, ça m'arrive de dire violence domestique ou conjugale, et puis j'ai comme un moment d'angoisse, et je me dis non, il faut absolument pas que je dise ça, parce que on a été domestiqués, en fait, à accepter cette violence, à l'euphémiser et à la banaliser. Et donc, tout ça participe d'un processus qui me semble être extrêmement problématique. Donc je disais tout à l'heure en introduction que, évidemment, le féminicide n'est pas une anomalie et que, en réalité, le féminicide nous permet d'éclairer, d'incarner un système d'écrasement des femmes qui est probablement aussi ancien que notre humanité. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons des travaux extrêmement documentés et référencés, menés sur plusieurs continents, dans plusieurs disciplines, qui permettent d'accréditer le fait que probablement la matrice élémentaire de la violence au sein de notre espèce, je ne parle même pas encore des sociétés humaines, au sein de notre espèce, c'est-à-dire au sein de l'espèce sapiens sapiens que nous sommes, tous collectivement, la matrice élémentaire de la violence, c'est la violence contre les femmes. Et donc, toutes les violences que nous subissons, parce que bien sûr, il y a des violences croisées, des dominations croisées, nous le savons, elles sont le produit direct de cette violence élémentaire. En conséquence de quoi, nous comprenons bien pourquoi il est si difficile d'éradiquer les violences faites aux femmes, parce qu'elles sont d'une certaine manière dans l'ADN de notre espèce. Et qu'ensuite, lorsque nous avons créé des sociétés humaines, nous n'avons fait que complexifier, en fait, raffiner cette violence et lui donner d'autres visages. Le visage de la violence de classe, le visage de la violence de race, etc., etc. Mais que la matrice élémentaire, c'est précisément cette violence faite aux femmes. Ce que je vais essayer d'expliquer très rapidement, parce que je ne peux pas résumer, bien sûr, 4 ans de travail, 1000 pages d'un livre manifeste en 30 minutes. Donc, vous m'excuserez parfois de faire quelques raccourcis et vous n'hésiterez pas à me poser des questions éventuellement si vous trouvez que je vais trop vite ou que je n'ai pas été assez claire. Alors, évidemment, la première chose que je vais le faire assez rapidement, c'est vous parler un peu de l'outillage conceptuel dont nous disposons aujourd'hui pour percevoir précisément de manière beaucoup plus subtile et complexe qu'avant ce qui constitue donc ce système d'écrasement des femmes très ancien et très pérenne. Donc on a en fait 3 grands outils théoriques en fait qui ont été développés, je le précise immédiatement, au sein des études féministes, de la théorie féministe, parce que il faut le dire là, je suis tout à fait d'accord avec Natacha que les féministes ont fait un travail formidable et souvent elles l'ont fait dans l'isolement et la critique permanente, parce que aujourd'hui les idées féministes ont un peu plus le vent en poupe qu'il y a 20 ans ou 30 ans quand nous avons commencé à militer, Natacha et moi, parce que nous sommes de la même génération et que nous avons effectivement fait plusieurs choses ensemble au cours de notre vie militante. Mais il n'en reste pas moins que le discours viriliste, masculiniste, suprémaciste, anti-femme et anti-féministe est aussi, lui, très puissant et qu'il réplique constamment, en fait, évidemment, aux outils que nous mettons en place pour produire une société, disons-le clairement, radicalement différente, où l'égalité serait un principe fondateur.
ce que même en France, qui pourtant le clame toutes les 5 minutes, est encore une utopie totale. Donc, les outils, je vais peut-être pas trop m'appesantir parce que j'imagine que vous connaissez cela, d'autant que le premier outil dont nous disposons, celui de Fémicide, est né ici, à Bruxelles, en fait, dans le cadre du premier tribunal international des crimes contre les femmes, organisé donc par un certain nombre de très grandes voix féministes de l'époque, réunissant des féministes de 40 pays différents. À l'Assemblée générale inaugurale à Bruxelles, 2000 féministes, que des femmes. L'événement est non mixte, les hommes sont très mécontents d'ailleurs. En général, la non-mixité ne pose de problème que dans ce sens. Hein, parce que lorsque nous sommes confrontés à des assemblées radicalement masculines, prenons jusqu'à une date récente l'Assemblée nationale française, ça pose beaucoup moins de problèmes. Évidemment qu'il y ait une non-mixité quasiment absolue. Hein. Donc, mais quand il s'agit de femmes ou d'autres minorités de genre ou raciales, etc., ça pose toujours beaucoup plus de problèmes. Donc, le premier outil, c'est l'outil de Fémicide. Donc, c'est une conversation collective, évidemment, qui donne naissance à cet outil. Il est très, très important. Mais comme toujours, comme souvent et comme toujours, en fait, il faut que quelqu'un soit crédité de l'invention du mot. Donc, il s'agit de Diana Russell, qui est une sociologue née en Afrique du Sud, mais qui vit à l'époque aux États-Unis, qui est une très grande militante des droits des femmes, qui combat sur plusieurs terrains différents, disons, et qui, confrontée en fait à des pics de violences féminicidaires aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, bien sûr, d'où le tribunal, met en avant le fait qu'il faut spécifier de manière très concrète le meurtre de femme parce qu'elle est une femme, du simple fait que jusque-là, ces exécutions sont noyées dans la catégorie des homicides en général et des homicides conjugaux en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, homicide conjugal? Encore une fois, on ne sait pas. Qui tue qui? On ne sait pas. C'est conjugal. Alors que nous savons en fait que, évidemment, la grande majorité des femmes qui meurent de manière violente dans nos pays le sont parce qu'elles sont inscrites dans une violence féminicidaire. Donc elle dit, c'est un crime sexo-spécifique, il faut le spécifier. Et donc elle va donner naissance à cet outil qui est très important. Et elle le qualifie de manière très stricte. Elle dit, le fémicide, c'est le fait pour un homme de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Il faut donc acter du fait que c'est un crime misogyne, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, on peut tuer des femmes pour toute autre raison. Donc, il faut acter du fait qu'il s'agit d'un crime misogyne. Et donc, on commence à articuler un certain nombre de choses qui vont conduire plus tard au contrôle coercitif, hein, c'est-à-dire de mettre en avant qu'il y a des spécificités, en fait, qui amènent finalement à l'exécution en question. Donc, elle qualifie ça comme un crime de haine misogyne. Et donc, bien sûr, il faut, dans la biographie de la femme et de l'homme en question, acter, prouver, documenter, référencer qu'il s'agit d'un crime misogyne. Ce qui n'est pas toujours simple, mais qui est tout à fait nécessaire. Donc, on va travailler avec ce concept pendant une quinzaine d'années. Le concept, en fait, il part de Bruxelles, puisque c'est là qu'il est né. Et puis, comme les femmes viennent de 40 pays, bah, il est supposé partir dans 40 pays. Hein, sauf que c'est pas exactement comme ça que l'histoire se raconte, parce que étonnamment, il y a des endroits où le concept prend très très bien. En Europe du Nord, par exemple, parce que c'est une Europe très féministe, où les femmes ont plus de pouvoir, y compris politique, et donc elles peuvent mettre en place, en fait, concrètement des politiques publiques à partir de cet outil conceptuel. Ça prend très très bien en Amérique latine. Ça prend très très mal, par exemple, en France, alors que nous savons qu'il y a des militantes du mouvement de libération des femmes qui sont là. En fait, ça prend pas en France, voilà, et ça prend pas non plus aux États-Unis. Et je pense que c'est très très lié en fait au fait que ces deux pays sont fondés sur une mythologie de l'égalité et que ça participe en fait du problème, le fait que non, nous, on est des pays où l'égalité est un principe de base, tout le monde est égaux, etc. Donc, on n'a pas besoin de ça. Bah, si, en fait, on en a carrément besoin parce que sous le couvert d'une égalité formelle, l'égalité réelle, on n'y est pas encore. Hein.
En tout cas, pour nous, ce qui est très important, c'est que ça prend très, très bien en Amérique latine et dans l'espace caribéen. Or, au début des années 90, dans un pays qui est un pays d'Amérique latine, mais qui géographiquement se trouve en Amérique du Nord, le Mexique, on commence à avoir des disparitions extrêmement importantes de femmes, des disparitions dites jugées inquiétantes. Mais est-ce qu'une disparition n'est pas inquiétante par définition? Et évidemment, comme les faits sont isolés, que les familles sont très isolées, que la réponse publique est inexistante, on a du mal au départ à prendre conscience du fait qu'il s'agit non pas de faits divers isolés, mais d'un fait de société majeur en réalité. Ça prend quelques années et il se passe une triangulation très importante, c'est-à-dire que, comme chez nous aujourd'hui, les familles de victimes, elles se réunissent, elles créent des collectifs, parce que l'union fait la force. Et en créant ces collectifs de victimes, elles interpellent l'État, en l'occurrence mexicain, pour comprendre pourquoi la police ne fait rien, pourquoi il n'y a aucune investigation, pourquoi quand on retrouve un corps, rien n'est fait, etc., etc. Et donc, et parce que les familles de victimes font du bruit, et pour faire du bruit, elles ont besoin des médias, donc elles se connectent avec des journalistes, femmes et hommes, qui commencent à faire des enquêtes de terrain sur ce qui est en train de se passer. Et puis, dans le même temps, évidemment, nos féministes qui étaient revenues avec le concept de fémicide, elles comprennent que ce qui est en train de se passer au Mexique n'est pas de même nature et qu'il faut faire évoluer, muter le concept d'origine pour pouvoir comprendre mieux ce qui est en train de se passer là-bas. Je dis ça parce que moi, je reviens de Mexico City, où j'étais invitée il y a 15 jours pour faire une série de conférences. Et j'observe le désastre total. Nous, on est déjà très, très mal de ce point de vue-là, mais il faut comprendre qu'au Mexique, à minima, il y a 10 féminicides par jour. À minima, avec des comptages qui sont des comptages extrêmement problématiques. Donc, on peut imaginer que c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, on est dans des échelles qui ne sont pas les nôtres, évidemment. Donc, face à ce désastre total, une grande anthropologue féministe qui est aussi une femme politique mexicaine, Marcela Lagarde de los Ríos, va produire un nouvel outil qui pour nous est très important, qui est celui de féminicide. J'ai à cœur en fait d'expliquer les différences entre fémicide et féminicide parce que nous prenons le premier outil pour le second. Et peut-être nous nous trompons en fait d'objet en faisant cela. Donc, Marcella nous dit que le féminicide correspond à 4 caractéristiques essentielles. C'est un crime collectif, à contrario du fémicide qui est supposé être un crime isolé, ponctuel, individuel. C'est un crime collectif. Toute la société est engagée dans le process. C'est un crime de masse, parce que, comme je l'ai dit, à minima, il y a 10 femmes qui meurent par jour, sans aucun soutien d'aucune sorte, ni pour elles, ni pour leur famille. C'est un crime d'État, parce que l'État est engagé directement ou indirectement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les structures du pouvoir qui sont supposées mettre les femmes en sécurité, les croire, les protéger, les mettre en sécurité, à commencer par la police, qui est une fraternité agressive, fait tout le contraire. Non seulement elle ne les protège pas, mais même parfois elle participe, en fait, au crime féminicidaire. Donc c'est un crime d'État, parce que l'État, directement ou indirectement, est engagé dans le process. Et enfin, c'est un crime à tendance génocidaire. Et c'est très important de le saisir, parce que autant le fémicide est associé, on peut dire, de manière consubstantielle à l'homicide, autant le féminicide, lui, est associé de manière consubstantielle au génocide. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire par là que l'État mexicain a mis en place une nécropolitique en accord avec des fraternités agressives illicites, qui sont en l'occurrence les cartels de la drogue, qui sont des États dans l'État, qui sont même plus puissants que l'État en réalité, et que cette nécropolitique, cette politique de la mort qui s'impose à la vie, elle a pour objectif, en fait, d'éradiquer des femmes qui ne sont évidemment jamais pensées comme des individus à part entière, mais comme des extensions d'autre chose,
Et nous savons en fait que les fraternités agressives, licites ou illicites au Mexique, en fait, s'envoient des messages au travers des corps des femmes, balisent des territoires au travers des corps des femmes, et que, en fait, les femmes deviennent des corps territoires, littéralement, à partir duquel, en fait, on envoie, dans le cadre d'une spectacularisation de l'horreur, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, toute une série de signaux. Pourquoi est-ce que je parle de spectacularisation de l'horreur? Parce que les femmes qui sont retrouvées, si on peut encore les appeler des femmes, vu l'état dans lequel on les retrouve, au point que parfois, il n'est même pas possible de faire une analyse médico-légale, tellement les corps sont dans des états épouvantables. Mais quand c'est le cas, les médecins légistes reconnaissent quatre causes directes de la mort. Donc, évidemment, la mort en elle-même. Et il faut noter que la grande majorité de ces femmes ont été surtuées, hein, ce que les criminologues appellent overkill, c'est-à-dire qu'elles sont mortes avec plusieurs modes opératoires différents. C'est-à-dire que on les a étranglées, on leur a tapé sur la tête en même temps. Enfin, il y a plusieurs modes opératoires qui conduisent à la mort simultanément. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, toutes ces femmes ont subi des violences sexuelles, des viols quasi systématiques, des viols dont je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne me paraît pas très nécessaire. Bien sûr, des mutilations de l'appareil sexuel et reproductif, des démembrements plus ou moins importants, et des profanations au feu ou à l'acide sur des parties plus ou moins importantes du corps. Et nous parlons là de milliers de femmes, en fait, qui ont été l'objet de ces traitements. Et donc, Marcela Lagarde de Los Rios, elle nous dit, là, ce qui se passe, c'est autre chose, parce que pour tuer quelqu'un, on n'a pas besoin de faire tout ça. On n'a pas besoin, en fait, de couper quelqu'un en morceaux, de le brûler partiellement, de lui retirer son utérus. Et c'est pas nécessaire. Donc, si on fait cela, ça veut dire qu'on fait autre chose que s'attaquer simplement à un corps physique. Et donc, elle dit c'est une attaque génocidaire parce que c'est une attaque identitaire massive contre les femmes, contre la féminité et contre les femmes en tant que peuple de femmes. Et donc, évidemment, et puis on est comme je l'ai dit, dans des échelles qui sont très différentes. Et ça aussi, c'est un phénomène très inquiétant à l'échelle planétaire, parce que malheureusement, dans de très nombreux endroits du monde, on observe ces féminicides de masse qui se reproduisent régulièrement, alors parfois dans le passé, bien sûr, parfois dans le passé présent. Je pense à la dramatique situation de la République démocratique du Congo, sur la frontière, bien sûr, avec l'Ouganda et le Rwanda, dans le Kivu. La situation est juste abominable. Je ne sais même pas comment on peut supporter cela, nous, en tant qu'êtres humains, ce que vivent les femmes congolaises à la frontière. Et je parle ici en sachant le lien, l'histoire commune qu'il y a évidemment avec ce pays, ici. Et il y a évidemment des milliards d'autres exemples que nous pourrions prendre. Donc, évidemment, lorsqu'on sait cela, on comprend que utiliser le terme féminicide est compliqué. Alors, pourquoi est-ce que nous l'utilisons? Pourquoi est-ce que c'est finalement féminicide et pas fémicide qui s'est implanté dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Europe occidentale, disons? Probablement parce que c'est un terme plus clair. Fémicide, on voit pas trop bien. Féminicide, on comprend, en fait, je pense, plus. Et puis, c'est revenu par le mouvement MeToo, en fait, donc pas par les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est même pas une question. On ne traite pas de la question des féminicides aux États-Unis, alors que je signale que la première cause de mortalité des femmes enceintes, c'est le féminicide par arme à feu. J'imagine que Ghada Hatem, qui est là, nous parlera, lorsqu'elle évoquera le modèle de la Maison des femmes de Saint-Denis, que nous savons aussi que pour les femmes, être enceinte, ça peut être un moment très critique, qui peut conduire en fait à des violences polymorphes et peut-être parfois aussi à des exécutions. Donc le féminicide nous est revenu par le mouvement MeToo, par l'Amérique latine en fait, et donc nous l'avons adopté
en l'acclimatant à notre propre réalité. Donc, je crois que c'est pas un problème qu'on utilise ce terme, mais il faut comprendre quand même quelle est sa généalogie politique et intellectuelle et qu'est-ce qu'il dit. En même temps, moi, je suis assez sereine pour qu'on l'utilise. Pourquoi? Parce que, en fait, un fémicide est un acte isolé. 22 féminicides depuis le 1er janvier en France, ça devient un féminicide, en fait. Et de fait, ce qui correspond à la définition, crime collectif, toute la société est engagée, bah oui, nous sommes engagés parce que d'une manière ou d'une autre, nous acceptons cela. Parce que nous devrions être, toute femme et tout homme devrait être une insurrection permanente par rapport à cela. Donc, si nous acceptons cela, c'est que nous participons au process. C'est pas très agréable, en fait, de se l'entendre dire, mais c'est une réalité, n'est-ce pas? Si on met pas toutes ses forces pour l'empêcher, bah, qui ne dit mot consent, comme on dit en français. Donc, c'est un crime collectif, c'est un crime de masse, c'est un crime d'État, et c'est pourquoi en France, par exemple, de plus en plus souvent, les associations féministes se portent partie civile contre l'État, contre les services de l'État, contre la police, contre la justice, parce que c'est nécessaire, comme le font les femmes en Amérique latine. Elles s'attaquent directement au problème. L'État est patriarcal. Comment est-ce qu'un État patriarcal peut produire des lois non patriarcales? Moi, je ne sais pas, je ne crois pas, c'est pas possible. Donc, il faut les attaquer systématiquement. Donc ça, c'est évidemment un travail très important. Et c'est un crime à tendance génocidaire. Moi, je le crois très profondément. Parce qu'il y a une haine des femmes, en fait, qui est juste insupportable. Et cette haine des femmes, elle transite par toute une série, en fait, d'étapes qui m'ont conduit, en fait, à créer le concept de continuum féminicidaire, sur lequel je voudrais m'arrêter 5 minutes, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le féminicide, c'est la partie la plus visible, en fait, de l'iceberg des violences. Mais nous savons que, comme le génocide, le féminicide n'est jamais un acte spontané. Jamais. C'est toujours inscrit dans une longue biographie de violence. C'est préparé de très longue date. Et en général, ça correspond à un pic de résistance, quand les gens commencent à en avoir assez, dans un sens ou dans un autre. On les remet très brutalement dans l'ordre qui doit être celui de l'agresseur ou du féminicidaire. Donc, c'est jamais un acte spontané, jamais. Ça s'inscrit toujours dans de longues biographies de violence. Et pour arrêter les féminicides, il faut comprendre quelle est cette chaîne de violence, ce spectre de violence, en fait, qui prépare l'exécution. Et si les féminicides sont maintenant très largement condamnés dans nos pays, tout ce qui précède le féminicide ne l'est pas. En conséquence de quoi, pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie étatique et sociale. Parce que si nous voulons réduire le problème des féminicides, nous savons que nous devons mettre fin à toute une série de violences plus ou moins importantes qui constituent ce que j'appelle un flux constant de violences dirigées contre les femmes. Ces violences sont polymorphes. Elles sont de nature physique, psychologique, sexuelle. Bien sûr, ça c'est la triade absolue. Mais il y a bien d'autres violences importantes. Et il y a aussi une chose avec laquelle il faut qu'on arrête immédiatement, c'est de considérer qu'il y a ce qu'on appelle des micro-violences et des macro-violences. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des micro-violences qui seraient acceptables et que nous acceptons tout le temps, en fait. Tout le temps. La vie des femmes est parsemée de violences acceptables que nous devons avaler. On avale des couleuvres du matin au soir et du soir au matin. Et des violences inacceptables. Mais le problème, c'est que quand on travaille sur les biographies, on sait que les violences inacceptables sont le produit direct des violences acceptables. Et que si on arrête, et si on arrête, je suis très très bavarde, c'est une catastrophe. Si on arrête immédiatement à la première violence l'homme en question, peut-être on a une chance au bout de la chaîne, évidemment, d'éviter l'exécution. Donc, le continuum féminicidaire, il a vocation justement à éclairer toutes les violences que connaissent les femmes de la naissance à la mort, et parfois même avant la naissance, et de comprendre en fait que tout est lié. Tout peut pas être mis à la même échelle, évidemment.
quand vous sortez dans la rue et que pour une raison inexpliquée ou inexplicable, un homme s'autorise, parce que vous êtes dans l'espace public, à vous faire une remarque sexiste, et je suis gentille en disant ça, n'est-ce pas, en vous traitant de sale pute, en vous demandant pourquoi vous êtes habillée comme une chienne ou je ne sais quoi, et vous vous dites, mais sérieusement, quoi? Non, mais attends, mais toi, tu sors, tu vas chercher ta baguette, ou tu vas au cinéma, et bon. Donc, l'insulte et l'exécution ne peuvent pas être mis au même niveau, n'est-ce pas? Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que ça participe de la même logique et que ça doit être compris dans une dynamique. Et que si on n'arrête pas ça, si on n'arrête pas les hommes qui se croient autorisés à nous insulter dans la rue, à nous agresser dans la rue, à nous violer dans la rue, et pas seulement dans la rue, eh ben, on règle pas le problème des féminicides. Parce que c'est absolument intrinsèquement lié. Et donc, le continuum féminicidaire, il a vocation à éclairer cela, mais aussi à éclairer des violences qui sont jugées finalement assez acceptables dans la société. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est une grosse bataille que nous menons en France en ce moment sur la question de la langue. Mais par exemple, parler dans une langue qui nous humilie, en fait, qui dit clairement que nous sommes des individus de seconde zone, et que le masculin l'emporte toujours sur le féminin, et de nous dire que ça n'a aucune incidence sur la réalité sociale. Ça n'a aucune incidence. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin, mais ça n'a aucune incidence. And so what? Mais bien sûr que ça a une incidence. Et qu'est-ce que ça fait sur les petites filles et les petits garçons qu'on éduque dès l'âge de 6 ans et même parfois avant à cela? Le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Ah oui? Pourquoi? Qu'est-ce qui a décidé cela? Ce qui a décidé cela, c'est notre espèce. Et c'est pas réjouissant, parce qu'en fait, on parle là de millénaires de domination. Et ça explique bien sûr pourquoi c'est si difficile à éradiquer, comme je le disais tout à l'heure. Rita Laura Segato, qui est une des plus grandes voix féministes d'Amérique latine, qui est une anthropologue argentine, a théorisé cela lorsqu'elle a évoqué le fait que les violences faites aux femmes sont la structure élémentaire de la violence. Cette structure élémentaire de la violence, elle a conduit en fait notre espèce à considérer les femmes très tôt, et probablement dès le Paléolithique, comme des territoires à coloniser. C'est pourquoi je pense que nous sommes la première colonie, en fait, à partir duquel toutes les colonisations ont été pensées. Et c'est très important de le dire comme cela, en fait, parce que les régimes de force qui se sont mis en place dès la préhistoire, et je ne peux pas développer cela, parce que si je développe cela, je crois que j'éclate complètement mon temps, mais les régimes de force qui se sont mis en place dès la préhistoire, et probablement dès le Paléolithique, pour des raisons qui sont liées à la survie immédiate de notre espèce, ont conduit, à la prise de pouvoir des hommes sur la vie, c'est-à-dire sur nos ventres, et par extension à l'accaparement de tous les pouvoirs qui étaient en train de se constituer. Mais il faut comprendre que la force, c'est-à-dire la violence, c'est la valeur cardinale sur laquelle notre espèce s'est fondée. Et ça doit nous amener à réfléchir. Dans toutes nos interactions, la violence est structurante. Parce que nous avons accepté que les valeurs de la masculinité hégémonique guident nos vies. Et quand je dis ça, je parle aussi des femmes. Parce que nous, on ne vit pas en dehors de cette société-là, n'est-ce pas? Nous sommes travaillés par les valeurs de la masculinité hégémonique. Elles nous abîment aussi. C'est pourquoi nous pouvons aussi devenir des productrices de violence. Donc, évidemment, cette réflexion, elle est tout à fait importante. Nous constatons, en fait, dès l'origine de notre espèce, donc cette captation de tous les pouvoirs par les hommes, qui se traduit d'ailleurs par toute une série de choses très intéressantes, comme par exemple révolutionner notre espèce pour que notre espèce corresponde à ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Donc, nous allons construire la naturalité de la différence des sexes. Comment est-ce que nous le savons? Parce que lorsqu'on retrouve dans les sépultures des squelettes de femmes sapiens et d'hommes sapiens, même au Paléolithique, si on n'a pas le bassin, impossible, et on n'a pas l'ADN, maintenant on a l'ADN, c'est très facile de le savoir, mais avant l'ADN, si on n'a pas le bassin, impossible de savoir si c'est un homme et une femme, ou une femme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fragilité physiologique n'existe pas chez Sapiens.
les femmes et les hommes ont égale robustesse. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas inscrire la différence des sexes dans la naturalité. Ça veut dire que cette naturalité, elle était produite. Ça veut dire que, par exemple, une des pistes qui est traitée par les préhistoriennes et les anthropologues féministes, c'est par exemple le fait que pour que les femmes soient plus petites que les hommes, il est probable, par exemple, qu'elles ont été affamées. On les a privées de nourriture, parce que la nourriture, c'est un élément majeur, en fait, qui permet le développement des muscles, etc. Et donc, on n'est plus du tout dans la naturalité de la différence des sexes, n'est-ce pas? On est dans une espèce qui fait des choix conscients pour qu'une partie de la population prenne le pouvoir définitivement, y compris physiquement, sur l'autre, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et évidemment, les chasses aux sorcières en Europe ont largement contribué à l'affirmation de tout cela, à la réification de tout cela. Alors, je fais un grand bond dans le temps, vous m'en excuserez, mais c'est très important parce que, en réalité, la définition du féminicide que j'ai donnée à la suite de Marcela Lagarde de los Ríos est tout à fait applicable, en fait, aux grandes chasses aux sorcières qui ont ensanglanté notre continent pendant tout le XVIIe siècle, et un peu avant et un peu après. Parce que les chasses aux sorcières, c'est un crime collectif, un crime de masse, un crime d'État et un crime à tendance génocidaire. Et lorsque vous lisez la grande œuvre idéologique des chasses aux sorcières, le marteau des sorcières, le Malleus, Maleficum, vous vous rendez compte que, très sérieusement, les deux hommes qui pensent l'architecture des chasses se posent sérieusement la question de savoir si c'est possible d'éradiquer les femmes. C'est une question qui est posée dans le marteau des sorcières. Est-il possible, pouvons-nous nous passer des femmes et donc, ils réfléchissent. Alors, évidemment, c'est la haute théologie. Il ne faut pas croire que c'est deux farfelus qui débouchent de n'importe quoi. C'est de la haute théologie. Il y en a un qui est recteur de l'université de Cologne, etc. Enfin, c'est pas n'importe qui. Et en fait, ils réfléchissent très sérieusement au problème. Et en fait, évidemment, il y a deux choses en fait qui sont quand même un peu embêtantes. C'est que, un, il y a le problème de la sexualité. Donc, ils posent le problème de la sexualité. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de femmes, il va bien falloir accepter. Alors, soit on arrive à éradiquer totalement la sexualité, c'est quand même un problème. Soit alors, ça veut dire que les hommes vont avoir des relations entre eux. Et ça, c'est un péché capital, impossible. Donc, il dit, bon, alors les éradiquer complètement, c'est un problème. Et puis, bien sûr, la reproduction, parce qu'ils ne savent pas faire des enfants sans nous. C'est une chance, notons. Parce que sinon, à plusieurs moments de l'histoire, ça aurait été quand même très compliqué pour nous. Mais il faut être consciente de ça. On n'est pas dans la Servante écarlate. On est dans la réalité de ce qui s'est passé dans l'histoire de notre espèce quand même. Encore que la Servante écarlate est très flippant. Parce que ça pourrait... Bon, enfin, bref, je ferme la parenthèse. Ça pourrait arriver à nouveau. Donc, les chasses aux sorcières, pourquoi c'est très éclairant? Parce qu'en fait, on dit, bon, on ne peut pas toutes les détruire, donc on va génocider une partie de la population féminine, c'est ça qui se passe. Et donc, on sait que les chiffres sont très... comme pour les féminicides aujourd'hui, d'ailleurs, les chiffres sont très problématiques, évidemment. Je n'entre pas dans la question des comptages, mais c'est une vraie question historique. Et on va domestiquer les autres. Et les politiques de domestication qui sont mises en place pour faire que les femmes baissent les yeux et ploient le genou sont d'une violence inouïe. Et nous en sommes les héritières. C'est-à-dire que nous avons été extrêmement bien domestiqués. Et une partie de ce que vous nous avez expliqué, pour l'Europe en tout cas, vient directement de cela, de ces politiques de domestication qui ont été mises en place pour qu'il y ait des survivantes. Mais des survivantes qui sont zombifiées, en fait. Parce que, en réalité, ce qui se passe pour les femmes au XVIIe siècle en Europe, c'est ce qui se passe dans la Servante écarlate. C'est ça qui se passe. Et après, on s'étonne que les femmes soient rentrées dans le rang. Excusez-moi, mettons-nous 5 minutes à leur place. Donc, évidemment, c'est extrêmement problématique. Je termine par un problème qui m'atteint très, très profondément parce que nous parlons là, en fait, de quelque chose qui touche à la démographie globale, planétaire.
puisque depuis les années 70, le continent asiatique est engagé dans une politique anti-femme qui est au-delà de toute raison, en particulier les deux monstres démographiques que sont l'Inde et la Chine, qui ont mis en place, et il s'agit bien donc d'une responsabilité étatique dans les deux cas, d'un côté ce que les Indiennes appellent des féticides de masse, et je précise immédiatement que pour moi, le féticide de masse, c'est-à-dire l'avortement sexo-spécifique forcé, et bien sûr le droit inaliénable à l'interruption volontaire de grossesse n'ont rien à voir. Là, nous parlons de femmes qui sont obligées d'avorter de leur fœtus parce que leurs fœtus sont des fœtus féminins, ce qui n'a strictement rien à voir. Et bien sûr, les politiques d'infanticide de petites filles qui ont été mises en place en Chine et qui ont conduit en fait le continent asiatique à avoir un déficit aujourd'hui de femmes de 200 millions. 200 millions de femmes manquantes, est-ce que ça permet aux femmes rares d'avoir plus de pouvoir? Bien sûr que non. Jamais les femmes ne sont gagnantes. Donc, qu'est-ce que ça conduit à quoi? Ça conduit à des mariages précoces, des mariages forcés, ça conduit à la polyandrie forcée, c'est-à-dire des familles qui choisissent une fille qui va servir pour le sexe et la reproduction à tous les hommes de la famille. C'est ça que ça veut dire. La prostitution forcée, la traite des êtres humains, en particulier dans la région des femmes qui sont les plus fragiles, des minorités, par exemple. Je pense aux femmes Rohingyas, qui sont l'objet de multiples trafics sur le marché prostitutionnel et sur le marché reproductif, au prétexte que ce sont des femmes apatrides qui ont eu le malheur d'être musulmanes dans un pays qui chasse les musulmans. Et donc, la situation est évidemment extrêmement problématique parce que pour la première fois dans notre histoire, nous pouvons imaginer le spectre d'un monde sans femmes. Parce que dans certaines parties de l'Inde, aujourd'hui, il y a des villages sans femmes. Il n'y a plus de femmes. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de femmes? Je veux dire, c'est quand même un problème. Enfin, moi, je pense que c'est un très gros problème. Donc voilà, donc on est dans cette logique-là qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. C'est-à-dire, on a nos problèmes concrets, mais on a aussi le fait que le féminicide traduit une pandémie planétaire qui est extrêmement préoccupante pour l'avenir de notre humanité commune, évidemment. Merci beaucoup.